Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Heurtebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons conclure donc le podcast de la dernière fois sur les relations Inde-Chine au sein du contexte de la guerre commerciale entre Trump et le reste du monde. Et on va passer en fait à la deuxième étape de ce podcast. Donc dans la première étape, la semaine dernière, on a parlé, fait le point un peu sur ces relations Inde-Chine. On a parlé donc de cette rencontre du 18 août 2025 entre Wang Yi et Subrahmanyam Jaishankar à New Delhi. Et comment dans cette rencontre, il y a tout un ensemble de promesses de coopération mutuelle, de restauration de liens, de reprise des vols directs, de reprise des investissements, de pacification de la frontière himalayenne, etc. Et donc on a dit qu'en fait il y a une grosse différence entre 2020. 2020 c'était à la fois le zénith des relations Inde-États-Unis et le nadir des relations Inde-Chine. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. On est dans une sorte de nouveau, en tout cas vers une amélioration des relations Inde-Chine et une dégradation profonde des relations Washington-New Delhi. Donc la dernière fois, on avait posé ça et on avait dit que donc cette rencontre entre Wang Yi et Jaishankar, c'était la deuxième simplement entre ministres de ce niveau-là depuis 2020. Et il a promis donc quand Narendra Modi se rendra en Chine pour le 25e sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai fin août, ça sera la première fois depuis 7 ans qu'il va en Chine, ce qui montre évidemment on va dire à la fois la durée des tensions et à la fois le basculement qui s'opère. Alors comment expliquer ce réchauffement et aussi est-ce qu'il est durable, qu'est-ce qu'il signifie? Alors premièrement, pour expliquer ce réchauffement des relations entre Pékin et New Delhi, tout d'abord, il y a des facteurs structurels, c'est-à-dire que les deux pays d'une certaine manière vont avoir des difficultés c'est-à-dire que d'une certaine manière, quand on a une frontière commune, soit on est ami, soit on est ennemi. Donc, et ici, la première facteur structurel, c'est la géographie. C'est-à-dire que l'Inde et la Chine partagent une frontière commune d'environ 3488 kilomètres. 3488 kilomètres, c'est énorme. C'est la frontière commune entre l'Inde et la Chine. Et c'est plus que la frontière commune entre l'Inde et le Pakistan, qui s'étend, elle, sur 3323 kilomètres, si on prend en compte aussi le Cachemire, la zone de contrôle, etc., la ligne de contrôle, etc. Donc, on voit que, finalement, l'Inde partage plus de choses géographiquement avec la Chine qu'avec l'Inde. Et donc, cette frontière, qui est une frontière aussi extrêmement difficile de passage, puisque c'est une grande partie, c'est sur des plateaux himalayens. Cette frontière, évidemment, c'est quelque chose qui met les pays à la fois qui les connecte et qui à la fois les sépare, donc du fait de cette géographie. Et évident que le Pakistan, pour l'Inde, reste depuis 1945, reste d'une certaine manière l'ennemi naturel, et des tensions, en fait, l'état de proto-guerre est toujours prêt à être rallumé entre les deux pays, parce que, on va dire, l'indépendance, la scission de l'Inde liée avec l'indépendance du Pakistan et du Bangladesh reste toujours, en fait, par rapport à l'Inde, une sorte de trauma. Et évidemment, en plus, il y a évidemment la différence religieuse, culturelle qui est extrêmement importante entre les deux pays, un pays comme on sait donc plutôt hindouiste et l'autre fondamentalement musulman. Donc ça, c'est la différence. Et donc cette différence, elle est là, celle-là, elle semble forte. Et évidemment, les quatre jours de conflit qui se sont produits, on se rappelle, entre le Pakistan et l'Inde en mai 2025, donc il y a pas très longtemps, ça montre que le conflit peut toujours être ranimé.
le conflit peut être toujours animé. En plus, le Bangladesh, il est gouverné aujourd'hui par une coalition qui prend le rapprochement avec Islamabad, donc la capitale du Pakistan, et la distance avec New Delhi, capitale de l'Inde. Et donc l'Inde, en fait, elle a un peu pris sur tous ces fronts, et d'une certaine manière, l'adversité la plus puissante, comme on dit aujourd'hui, c'est la Chine. Donc elle ne peut pas, peut-être, d'autant que la Chine, évidemment, en support du Pakistan, elle ne peut pas complètement faire de la Chine un ennemi sans aussi voir ressurgir encore plus fortement la menace du Pakistan, puisque c'est la Chine qui aide le Pakistan, notamment militairement. Et ensuite, autre phénomène un peu structurel, à part la géographie, c'est l'économie. Donc l'Inde a enregistré un déficit commercial en 2024-2025 de 99,2 milliards de dollars avec la Chine, soutenu par une forte hausse des importations de produits électroniques. Donc c'est une Chine. Pékin est le premier partenaire commercial de l'Inde après les États-Unis, mais le déficit de l'Inde avec la Chine est environ le double de celui avec les États-Unis. Donc en fait, la Chine et l'Inde ont des relations commerciales extrêmement denses, extrêmement puissantes. Donc premier partenaire commercial après les États-Unis, double du déficit entre Inde et Chine que Inde et États-Unis. Donc on est quand même dans une des relations économiques importantes et d'une certaine manière en forme de dépendance par rapport à l'Inde, puisqu'elle est en déficit commercial. Et ensuite, à ça, ces facteurs structurels, il y a évidemment les facteurs conjoncturels. Ça, les facteurs conjoncturels, je pense que, tout le monde est clair sur ça, mais on va quand même revenir sur ça. Donc, c'est quoi la conjoncture? La conjoncture, c'est, comme on a dit, la guerre commerciale faite par les États-Unis contre le reste du monde. Pour dire simple. Et cette guerre commerciale faite par les États-Unis au reste du monde, elle est là pour financer la dette colossale du pays, avec, d'une certaine manière, l'argent généré par les droits de douane imposés avec ceux aux pays qui commercent avec les États-Unis et plus encore avec ceux qui dépendent du Pentagone et de l'arsenal nucléaire américain pour assurer leur sécurité nationale. C'est-à-dire que les États-Unis utilisent leur position de force commerciale et militaire pour extorquer des droits de douane à des pays qui vont ensuite, d'une certaine manière, aider à financer la dette des États-Unis, qui elle-même est due à la surconsommation américaine. Voilà. Donc là, on sait que l'Inde est dans ce contexte extrêmement mal lotie parce qu'elle n'a pas, on va dire, de choses extrêmement importantes à faire valoir contre les États-Unis. Et l'Inde est de fait le pays qui à ce jour fait face aux droits de douane les plus élevés. Les plus élevés au monde, c'est quand même assez extraordinaire. Sinon, on se rapporte à 2020. 2020, le zénith des relations entre l'Inde et les États-Unis. Trump, grand fan de Narendra Modi. L'Inde, alliée des États-Unis au sein du Quad, une alliance extrêmement importante pour permettre le containment de la Chine dans tout ce qui est l'océan Indien et de façon plus large le Pacifique. Donc ça c'est quelque chose qui est un allié extrêmement puissant et pourtant l'Inde est donc le pays qui fait face aux droits de douane presque les plus élevés. 25% imposés pour punir un marché jugé trop protectionniste. C'est 10% de plus que pour le Japon et la Corée du Sud. Et ensuite, sur ça se rajoute 25% supplémentaires sur les marchandises indiennes sous prétexte d'importation continue de pétrole russe. Donc en tout, 50%. Donc 50%, c'est un taux vraiment rédhibitoire pour le commerce entre Inde et États-Unis, qui évidemment, ici, sous le coup de ces sanctions tarifaires, de ces douanes, de ces tarifs douaniers qui sont extrêmement lourds à porter pour l'économie indienne et qui pourraient coûter à New Delhi au moins 1% de croissance. Et c'est d'autant plus étrange cette idée de pénaliser l'Inde pour l'importation de pétrole russe, parce qu'en fait, le premier acheteur de pétrole russe aujourd'hui, c'est la Chine. C'est-à-dire que la Chine importe 109 millions de tonnes, a importé 109 millions de tonnes en 2024 de pétrole russe, 20% de ses importations énergétiques totales, alors que l'Inde, en fait, importait 88 millions de tonnes.
80 millions de tonnes de pétrole russe à la même période. Donc, la Chine importe plus, mais la Chine n'est pas du tout pénalisée. La Chine ne fait pas face à 25% de tarifs douaniers supplémentaires, à la différence de l'Inde. Or, la Chine est l'ennemi, est l'ennemi de Washington, et donc, comment ça se fait? Et on sait que début août, Trump il a signé un décret prolongeant de 98 jours supplémentaires la trêve tarifaire accordée à la Chine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette escalade. À un moment donné, il y a une escalade à 140%. Là, on est à un plafond de 30% sur les importations chinoises et 10% sur les produits américains. C'est pourquoi? On l'a dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, Pékin, a l'hégémonie sur les terres rares. Et cette hégémonie sur les terres rares, donc qui servent dans toute l'industrie électronique, dans tout ce qui est le haut de gamme au niveau électronique, dans les aimants, etc. Pour faire le matériel à la fois des ordinateurs, des avions, etc. Donc là, le Pékin assure ça. En fait, on sait que Pékin a pratiquement 80 à 90% de la production de ces terres rares. Et ça, c'est une arme de poids dans la guerre avec Trump, commerciale avec Trump. Mais l'Inde n'a pas vraiment de carte sur laquelle à partir de laquelle elle peut appuyer pour un peu tordre le bras des États-Unis. On en est un peu là. Et donc le pire, en fait, pour l'Inde, c'est qu'il n'y a pas seulement une injustice économique de ces 50%, il y a aussi une humiliation géopolitique. Le chef de l'armée pakistanaise, le maréchal Asim Munir, s'est rendu 2 fois aux États-Unis en 2 mois, en juin et en juillet, alors même que l'attaque terroriste et ensuite les 4 jours de conflit avec le Pakistan, c'était en mai. Donc c'est comme si c'était un soutien avec le Pakistan qui se défend avec des armes chinoises et américaines et contre l'Inde qui a des armes russes, indiennes et françaises. Alors évidemment, il y a aussi ici pour les États-Unis une rivalité. En fait, c'est quelque chose qu'il faut expliquer aussi. C'est pourquoi les États-Unis se positionnent ici en faveur du Pakistan. On va y revenir la semaine prochaine dans le dernier podcast. On finira cet épisode sur l'Inde, la Chine et les États-Unis en essayant de voir cette fois les limites de ce rapprochement. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.